Les perles du jour. 2 fusillades ont éclaté la semaine dernière à Saint-Denis, Perico. Oui, la ville de Monsieur Bali Bagayoko, eh bien finalement ça continue à être un terrain dangereux où la République ne se porte pas bien. On pensait peut-être, alors ce n'est pas lui qui représente le ministère de l'Intérieur, mais enfin 2 situations tragiques avec deux fusillades, un blessé grave dont le pronostic vital est encore réservé. Donc voilà, la Seine-Saint-Denis, malgré qu'il y ait eu, j'allais dire, un vote démocratique qui a mis la population en conformité avec la majorité municipale. Enfin, ce sont les messages qu'on nous a envoyés. Il n'y a pas plus d'apaisement, c'est même au contraire plus violent. Et les secteurs sociaux et les quartiers où ça s'est passé sont les mêmes où ça s'est toujours produit. Donc Monsieur Bagayoko, voilà, on l'invite à aller voir sur place puisqu'il se déplace. C'est pas si mal d'avoir une police municipale armée finalement. Il a un joli costume avec son écharpe tricolore qu'il a sur place expliqué à ses compatriotes que il faut pas tirer sur les gens et il faut pas, puisque il explique que ce sont des gens à qui on n'a pas su parler, qu'il y a une fracture sociale et que le pouvoir politique et que l'ancienne municipalité se foutait des gens qui souffraient à Saint-Denis. Et bien peut-être que lui aura peut-être comme un prédicateur, un évangélisateur, un missionnaire. Ça fonctionne apparemment. On l'envoie en mission avec qu'il aille en mission pour pas évangéliser, mais ramener les habitants de Saint-Denis à la citoyenneté républicaine et au respect de la démocratie. En Seine-Maritime, la préfecture a décidé de déposer plainte après la découverte d'un drapeau français. Quelle horreur, hissé au sommet de la cathédrale de Rouen. Alors ma chère Maud, je vous ai laissé titrer, cette anecdote. Je vous ai pourtant signalé qu'il n'est en aucun cas c'est pas le drapeau français le problème. En cause le drapeau français pour la simple raison, c'est que la cathédrale de Rouen, comme les grandes cathédrales de France, ont été intégrées au patrimoine de la République française après la loi de séparation de l'Église et l'État en 1905. Donc c'est un bâtiment public. Comme un ministère ou comme une mairie, elle appartient à l'État et qu'il n'est absolument pas interdit d'y déposer un drapeau français. Par contre, ce qui est interdit, c'est de se prendre pour Sylvain Tesson et d'escalader à tout va des façades. Et là, c'est très dangereux. Et s'il y a un accident, c'est l'État qui est responsable. Voilà. Alors, on peut être évidemment, on peut être escaladeur, on peut être alpiniste. Voilà. Bon, on n'a pas le droit d'escalader un monument public si peut-être sur 1 mètre et au-delà. Et encore, je me souviens un jour, je m'étais accroché à une statue à Notre-Dame pour faire une photo. Je me suis fait rien d'1 mètre, vous voyez. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Je voulais faire une photo. Vous avez escaladé la Vierge Marie, Perico? C'est dingue, ça. Non, c'était Ézéchiel. C'était la statue d'Ézéchiel qui est magnifique. Vierge Marie, elle était dans des sommets que je peux pas atteindre, moi. Et voilà, donc on n'escalade pas les bâtiments publics et c'est pour ça que la préfecture a dû porter plainte pour dissuader les futurs escaladeurs, les Sylvain Tesson en âme, de grimper aux flèches de Notre-Dame. Mais si vous voulez, on se fait le pèlerinage de Pentecôte, on se fait la cathédrale de Chartres. Allez, on fait ça. Je vous laisse le clocher vieux parce qu'il est moins haut, je prends le clocher neuf. Le premier qui arrive paye un apéritif à l'autre. Les trains en retard, c'est presque devenu une coutume en France, mais ce week-end, une panne électrique a provoqué un retard beaucoup plus long que d'habitude. Ça commence à me gonfler. À me gonfler parce que la direction de la SNCF, Monsieur Castex, qui a été Premier ministre, il sait bien que l'été, ça se dilate, les caténaires. Oui. Et que tous les étés, quand il y a de grosses chaleurs, eh bien, on a une caténaire qui pète, et que le TGV est en rade. Là, il y a eu plusieurs cas de retard. Le cas le plus grave, c'est un Ouigo qui revenait de Lille vers Lyon, et il est resté 8h30 au soleil, sans eau, les portes fermées. Alors, il a fallu les ouvrir à un moment donné. Les gens ont signalé, les fonctionnaires qui étaient à bord du train Ouigo, c'est pas tout à fait des fonctionnaires de la SNCF, même si c'est une filiale. Et on nous a expliqué, enfin, j'y étais pas, c'est des gens qui m'ont appelé, on leur a expliqué que les stocks d'eau avaient été mal distribués et tout avait été mis au train antérieur, au train avant. Donc, il y avait plus une goutte d'eau et les gens étaient là, comme dans un film dans le désert, avec 2 gorgées. Il restait chacun calculé son nombre de gorgées. Voilà, les enfants hurlaient dans une chaleur épouvantable et l'endroit où on pouvait brancher du téléphone pour signaler était justement les voitures où il n'y avait pas la climatisation. Donc une fournaise à 40 degrés. C'est ça la SNCF, mais c'est des nuls. Mais Monsieur Castex, je ne veux pas vous demander de me démissionner, mais dites à vos directeurs généraux, de vos directeurs de région, vos directeurs de transport, de trafic, que quand il fait très chaud, là 30 degrés, la caténaire a un problème et que ça pète et que vous avez un TGV qui reste en rade. Et moi j'ai vu des contrôleurs dire, alors ils peuvent pas situer. Alors on est près d'un pont, au bout il y a une petite ferme et il y a un petit bosquet. Oui. Non mais attendez, c'est au secours quoi. On en est là parce qu'il n'y a pas de communication. Donc la CNCF, voilà, là, ça commence à nous gonfler. Sujet suivant. Moi je dis Hagra. Quel bon son. La pétition contre la mainmise de Vincent Bolloré sur le cinéma a fait grand bruit, mais certains, comprenant les sanctions qu'il pourrait y avoir, rétropédalent déjà.
Ouais, c'est pas de leur faute. Avant de traiter Bolloré de facho, ils avaient mal lu la pétition, Perico. Ils voulaient pas dire facho, ils voulaient dire merci. Il y a un monde entre les deux quand même. En même temps, ils sont marrants. Ils attaquent la main qui les nourrissent alors ils n'ont jamais été contraints à rien idéologiquement. Mais par prévention, on sait jamais, avant qu'il ne soit trop tard, entrons en résistance avant le festival de Cannes, histoire de bien faire parler de nous. Faisons en sorte que le festival pousse des huées de dégoût devant les écrans lorsque le logo de Canal+ s'affiche. Et il s'est affiché souvent puisque Canal+ a financé la moitié des films de la Croisette. Donc fallait oser. Parmi les 600 premiers signataires, il y avait notamment Jean-Pascal Zadi, qu'on vient d'entendre, dont on ne peut pas dire qu'il ait été contraint de quoi que ce soit. Et après réflexion, après menace aussi sans doute du président de Canal, Maxime Saada, qui avait annoncé ne plus vouloir travailler avec les signataires, Jean-Pascal Zadi a décidé de retirer sa signature parce qu'il avait mal lu le texte. C'est lui qui le dit. Alors je pense perso qu'il a surtout bien lu les chiffres. Il faut savoir que le groupe Canal+ a financé ses films à hauteur de 80 millions d'euros ces dernières années. Ce serait dommage de se priver d'un si gros soutien, non ? Non, mais non seulement ça, mais je l'ai dit parce que j'ai déjà fait des humeurs sur cette affaire de pétition de signataires contre Bolloré. Non, bien sûr. L'exception culturelle française pour le cinéma français est un miracle qui a été arraché de haute lutte à l'Union européenne et à la communauté internationale par le gouvernement français. Et Canal+ fait partie du socle financier qui permet au cinéma français. Il n'y a plus de cinéma italien, il n'y a plus de cinéma allemand, il n'y a plus de cinéma espagnol. Il reste un cinéma français tant bien que mal grâce à Canal+. Alors arrêtez de cracher dans la soupe, bande de crétins. Voilà, terminé. LFI se sent martyrisé par la presse française à tel point que Jean-Luc Mélenchon a décidé d'organiser des conférences d'influenceurs et non plus de presse, de journalistes. Et dans la même lignée, voici ce qu'a déclaré la députée Nadège Abomangoli. Il a fallu que le journal Haaretz, qui est à peu près, enfin, c'est quand même fou, c'est quand même que le journal Haaretz, la presse israélienne, c'est là qu'on a la plus grande liberté de parole sur notre analyse de la politique génocidaire de Netanyahou, et c'est eux qui mènent les enquêtes. Ensuite, Libé a repris, a approché. En fait, je ne doute pas. Alors, Madame Nadège Abomangoli, bon, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle a à moitié insulté le Premier ministre l'autre jour en disant qu'il était illégitime à sa place. Alors, la presse israélienne, je ne doute pas qu'il y ait des journaux que la liberté, la presse libre en Israël, et il y a des polémiques et des attaques très violentes contre Netanyahou. Je ne suis pas sûr que une France insoumise au pouvoir laisserait autant de liberté. Alors, elle en a aussi en France de la liberté de la presse. La preuve, c'est qu'elle s'exprime comme elle veut. Et je pense que l'image que ces parlementaires-là donnent à l'Assemblée nationale se rapproche plus souvent de la haine, de l'insulte et du totalitarisme que la liberté de la presse. Donc, pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Je suis voltairien, je donnerai ma vie pour qu'ils puissent continuer à s'exprimer, mais à un moment donné, il y a un seuil qu'il ne faut pas franchir pour franchir le seuil du ridicule. L'affaire Naël reprend, mais vient un autre membre de la famille, une situation qui n'a rien à voir avec la tragédie, mais c'est cocasse quand même. Hein. La délinquance chez les Merzouk semble être une affaire familiale, un peu comme chez les Traoré. Vous allez voir, ça vaut son pesant de popcorn parce que cette fois, c'est le cousin de Naël qui, je le rappelle, a été abattu par un policier en 2023 alors qu'il tentait d'échapper à un contrôle routier après avoir manqué de renverser 2 personnes, le tout sans permis. Eh bien, son cousin Amine est lui aussi recherché pour avoir commis un refus d'obtempérer à bord de la voiture de la mère de Naël. Comment ne pas repenser aux mots de cette dernière, des refus d'obtempérer, qui n'en a pas fait dans sa vie? On comprend mieux. Bon, affaire à suivre. Enfin, oui, si on veut. Allez, on termine avec l'anniversaire d'une chanson, Perico, comme c'est original. En fait, j'ai trouvé un site qui vous permet de savoir quelle chanson était numéro 1 à une date que vous choisissez. Et le 26 mai 71, ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi cette année, c'est le hasard. Eh bien, voici la chanson qui était la plus écoutée en France. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. On laisse venir parce qu'un tout petit peu. Parce jusqu'ici, tout va bien. Non, bien sûr. Elle est restée numéro 1 pendant 4 semaines et on l'écoute encore aujourd'hui. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir quelle était la chanson la plus écoutée le 26 mai 2014 ? J'avais 12 ans, c'est Michel Delpech. Là, c'est Michel Delpech, bien sûr. Dieu que Marianne était jolie, et puis le Loir-et-Cher. Donc voilà, c'est toute mon enfance. Vous étiez, je ne sais pas dans quel état biologique vous étiez, un angstrom perdu dans l'univers. Je pense que je n'étais même pas une idée, en fait. Vous n'étiez même pas une idée. Mais vous en êtes devenu une, je vous assure. Ah, je vous remercie. Et le 26 mai 2014, parce que c'est ça, en fait. C'est quand même le... Enfin, vous allez voir, voilà ce qu'on écoutait. Voilà le numéro 1. Alors, on a Philippe Bilger en studio qui tire une tête. Non mais qu'est-ce qui se passe, Julien? Il y a un dérèglement de... Ah bah c'est un dérèglement de génération. Non, il y a un problème. Alors dites-nous qui chante. C'est une chanson. J'ai cru qu'il y avait un buzz informatique et qu'il y avait un grésillement électrique. Alors c'est qui, Perico, à votre avis? C'est un être humain. C'est Booba. Qui émet des sons. Booba. C'est Booba. Voilà.
Voilà. Oui, Bah, les temps ont faut bien faire changé. vous me reprochiez de sortir que des vieux chanteurs, du Sardou à tout va, bah voilà. Non, mais bon, Ma culture musicale s'étend jusqu'à Booba. Je suis comme mon confrère et regretté, j'ai oublié son nom, Bertrand Dutertre. Benoît Dutertre. Oui, Benoît Dutertre. Que j'aimais, qui était un garçon délicieux qui nous a quittés. Voilà, il avait osé poser la question, est-ce que Xenakis c'est vraiment de la musique classique, et il s'était fait traiter presque de nazi par la presse de gauche, parce qu'il avait osé remettre en cause la musicalité des symphonies de Yanis Xenakis. Ouais, les goûts et les couleurs. Voilà.